Donc, je me présente, je me nomme Julien Lachance. Je suis coureur en sentier depuis plusieurs années, depuis 2013 en fait. Puis, je suis aussi entraîneur pour Ni pour le sport depuis quelques années aussi, plus spécialisé dans évidemment la course en sentier, que ce soit les plus courtes distances ou les ultras finalement. Donc, le webinaire, comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment très interactif. Donc, vous pouvez poser vos questions en tout temps dans la section Q&A, donc questions et réponses, qui se trouve dans les onglets là, en haut de votre écran. Puis moi, je vais essayer de répondre au fur et à mesure quand c'est en lien avec le sujet direct. Sur lequel je suis en train de discuter. Ou sinon, ils vont me passer une période de questions à la fin. Je vais pouvoir répondre à vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis ils vont être répondus au cours de la présentation ou plus vers la fin. Donc, voilà. Merci d'être là ce soir avec nous. Donc, voilà, c'est moi qui ai fait les plans pour le défi couleur Simard. Donc, si vous n'aimez pas, ben c'est à moi qu'il faut le dire. Mais sinon, ben, le but de la présentation, c'est ça, c'est d'expliquer comment sont montés les plans de pour le sport. Puis vraiment, vous les expliquer là, plus précisément pour bien les commencer. Donc, les défis couleur Simard, ben, ça a lieu le 4 et 5 octobre prochain. Il y a des courses de trail et des courses en sentier. Donc, vous êtes inscrit dans une ou l'autre des disciplines, des différentes distances. Donc, on a fait des plans d'entraînement pour l'ensemble des distances, sauf le 5 km de nuit. Mais par contre, on a fait des plans pour toutes les distances qui ont lieu le samedi, le 5 octobre. Donc, on a fait des plans débutants pour le 6,5, le 10, le 11 km, qui sont des plans de 8 semaines qui vont débuter le 12 août, puis des plans de 12 semaines pour le 23 km et pour le 42 km, qui ont déjà commencé il y a un peu plus qu'une semaine. Même chose pour les plans intermédiaires performance. Pour ceux qui se demandent un peu la différence, débutant, généralement, ça va être plus initiation à la distance. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, pour les gens qui veulent soit s'initier au trail, qui veulent faire leur premier 23 km en trail, ou leur premier course de trail par un 6,5 ou un 10 km, ou les gens qui font des marathons sur route, qui veulent faire leur premier long en trail, ça s'adresse plus à eux. Puis, les plans plus intermédiaires, performance, c'est quelqu'un qui est des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc, ça fait longtemps qu'ils courent, ils ont déjà fait des intervalles, ils souhaitent progresser dans ça ou vraiment là, vraiment s'améliorer. Donc, les plans sur ça, des plans sont tous marqués là, dans la première page. Donc, ça vous donne une idée à peu près où vous devez vous situer. Voilà. Donc, commençons. Voilà, donc un peu le plan de match. Pourquoi avoir un plan d'entraînement? Les conseils généraux aussi. J'ai déjà des questions qui me sont posées. Je répondrai là, en cours de route. Les zones d'entraînement, les niveaux de difficulté, les 3 types d'entraînement auxquels on utilise, les phases de préparation, puis la période de questions. Mais comme je vous dis, posez vos questions au fur et à mesure. Je vais essayer de répondre là, le mieux possible. Ça peut être des questions, pas nécessaires, ça peut être oui relié au plan d'entraînement précisément ou plus général sur l'entraînement en général, sur la préparation en général, un peu l'équipement, tout comme ça. Ça peut être quand même assez vaste comme période de questions. Voilà. Donc, pourquoi avoir un plan d'entraînement? Ben, il y a plusieurs choses qui font que ça permet de maximiser vos chances d'être prêt pour la course. Souvent, quand ça nous tente moins, ben, avoir un plan, ben, ça nous garde motivés parce qu'on a une sortie de planifier, ça nous tente plus ou moins, ben, on ne se casse pas la tête, on va faire la sortie, puis généralement, après, ben, on va être satisfait de l'avoir fait. Également, ben, vu que les plans sont faits par des gens qui ont de l'expérience, généralement, la quantification du stress est mieux faite, donc les risques de blessures sont plus faibles parce que la progression est graduelle, les intervalles, c'est graduel aussi.
Donc, à la place d'y aller un peu comme ça nous tente, tout ça, puis on augmente nos blessures, ben, on va un peu plus de façon minutieuse pour s'assurer que les risques de blessures sont les plus faibles possibles. Puis également des gains physiologiques, dans le sens qu'il y a un peu dans le même principe. Si la progression est graduelle avec des périodes de repos, des périodes plus d'affûtage, mais ça permet vraiment d'optimiser tout l'entraînement pour vraiment augmenter notre niveau de forme le plus possible pendant ce temps-là. Petit bémol, pas petit bémol, mais un petit point, là, réduction des risques de blessures. C'est sûr, les plans sont ça reste très généraux. On met tout le temps des maximums, des minimums dans les durées des sorties, puis dans le nombre d'intervalles aussi. Donc, vous verrez plus tard à quoi ça peut ressembler, là. Mais adaptez-le vraiment le plus possible à votre mode de vie, à votre niveau de fatigue, à votre expérience, parce que c'est vraiment plus un guide là, pour vous aider à cheminer dans ça vers votre course. Donc, vraiment rester le plus possible proche de ce que vous ressentez pendant les entraînements. Si vous êtes plus fatigué, bien, visez la braquette un peu plus courte de la longue sortie. Si vous avez un peu plus d'expérience, bien, visez la plus longue. Donc, vraiment, c'est l'adapter comme. Il ne faut pas le suivre à la lettre. Je pense que c'est là que les blessures peuvent se venir. C'est pas le suivre à la lettre, c'est vraiment en suivre comme guide pour vous entraîner. Bon, quelques éléments généraux. Ajustez le programme à votre réalité. C'est ce que je viens de dire. Je pense que c'est un point vraiment important. Si vous avez des blessures, ben vraiment, consultez un professionnel. Arrêtez le programme si nécessaire ou coupez les intervalles. Le professionnel va pouvoir vous aider dans le retour à la course aussi. Donc, vraiment, le professionnel de santé peut vraiment vous aider pour ça. Ça fait ses sensations, comme je viens de dire. Tout ce qui est intervalle, ben, c'est sûr, faire un bon réchauffement avant, un bon retour au calme pour s'assurer de ne pas avoir de blessures lorsqu'on fait de l'intervalle, donc de la plus haute vitesse. Puis également, les sorties permettent de tester son matériel, sa nourriture. Donc, les gens qui vont faire, mettons, le 42 km qui est plus long, qu'on court avec un sac à dos, on court plusieurs heures. Des fois, il y a des vêtements qui nous créent des irritations quand on les porte plus que 3-4 heures. Le sac à dos aussi, il faut le tester, l'emplacement de l'eau, de la nourriture, des poches. Donc, le plan permet vraiment de tester tout ce qui est nutrition, les gels, les bars, les fruits, tout ce qu'on peut manger pendant une course, tout ce qui est au ravito aussi. Donc, vraiment, profitez-en pour tester le plus possible votre matériel et votre nourriture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai une, inquiétez-vous pas, là, je ne vous ai pas oublié. Je vais répondre plus tard. Donc, choisir le bon programme. Deux niveaux de difficulté par distance, comme j'ai expliqué au début, débutant puis intermédiaire. Donc, débutant, généralement, il va y avoir un peu moins de sorties, les distances sont un peu plus courtes durant la semaine. Donc, le volume général est plus court. La quantité et la qualité la quantité et la difficulté d'intervalle est plus faible aussi. Donc, pour vraiment vous initier un peu aux intervalles, aux intensités, augmenter un petit peu le volume, pour aller chercher des gains, évidemment, vraiment physiologiques. Puis, nombre d'entraînement aussi par semaine qui est un petit peu plus bas. Pour vous arriver au jour J avec vraiment un bon fond qui vous permet de compléter votre épreuve là, sans vous soucier est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt. Normalement, si vous suivez ce plan-là, comme je dis, comme un guide, ben vous allez arriver à être prêt pour l'événement. Puis, les plans plus intermédiaires / performance. Donc, c'est les gens qui ont déjà une bonne base. Les distances hebdomadaires sont plus importantes. La quantité de la difficulté d'intervalle est plus grande. Donc, pour les gens qui en ont déjà fait avant, puis le nombre d'intervalles par semaine est plus élevé. Donc, c'est vraiment les gens qui veulent augmenter leur difficulté, vraiment y aller vers quelque chose qui sort de leur zone de confort pour qu'ils progressent. Donc, les gens qui ont de l'expérience, ça fait longtemps qu'ils stagnent, qui ne progressent pas beaucoup, ben, un plan intermédiaire avancé, ben, ça sort de leur zone de confort, ça leur fait faire d'autres petits intervalles. Puis, voilà. Donc, ça leur permet
eux aussi progresser là-dedans. Peu importe la distance, là, que ce soit des 10 km ou du 42, c'est pas à cause de la distance est plus longue que c'est plus que c'est nécessairement plus dur. S'entraîner pour des plus courtes distances, ça peut être tout aussi exigeant, puis avoir un volume très intéressant aussi que s'entraîner pour du plus long. Donc, ouais, voilà. Bon, les 5 zones d'entraînement. Donc, pour le sport, on fonctionne avec 5 zones, donc qui vous sont définies là. Ce tableau-là se trouve évidemment dans votre PDF que vous avez eu pour vos plans d'entraînement. Donc, zone 1, zone de récupération, c'est facile. Vous avez des rapports perception de l'effort, capable de raconter une histoire. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Vous pouvez vraiment parler avec quelqu'un sans problème. Ça va être tout ce qui est les jogs de réchauffement, vraiment les easy jogs, les longues sorties, tout ça. Zone 2, un peu plus en endurance, on parle plus de feeling sensation marathon, capable d'avoir une petite discussion avec quelques phrases courtes. Zone 3, généralement, on parle plus des zones de 10 à demi-marathon, capable de dire 2-3 fois. Donc, quand on court, on se sent assez bien, mais on sent qu'on fait un effort. Après ça, zone 4, ben, ça commence un peu plus corsé. Donc, on parle de la zone plus VO2. Donc, c'est l'intervalle qui s'approche beaucoup des vitesses de 5 km. Donc, très difficile de parler. Vraiment, là, ça vient des efforts vraiment assez courts, assez soutenus. Puis la zone 5, la zone anaérobique. Donc, c'est l'intervalle extrêmement rapide ou en côte. Vous ne pouvez pratiquement pas dire de mots. C'est vraiment un effort maximal qui va durer généralement très court. Là. On parle de maximum minutes, là, même moins. Fait que, généralement, c'est ça. Donc, la zone 3, généralement, c'est du tempo. Ça peut aller assez long comme intensité. Zone 4, généralement, ça va 2, 3, 4, peut-être 5 minutes. Puis zone 5, généralement, c'est 1 minute et moins. Donc, ça va donner une petite idée de vos rapports. Vous avez fréquence cardiaque aussi pour les gens qui travaillent en fréquence cardiaque. Ça donne un rapport pour les pourcentages de votre fréquence cardiaque maximale. Puis sinon, ben, plus dans perception de l'effort aussi, quelqu'un qui travaille plus aux sensations. Puis vous avez aussi, si vous avez vos paces, donc vos rythmes par kilomètre, ben, avec équivalence en course sur route, ben, ça vous donne une idée. Donc la zone 2, ben, si vous avez votre pace marathon, ben, ça vous donne une idée de à quelle vitesse vous devez aller. Ouais. J'ai une question ici. À quoi correspondent les distances de référence indiquées pour les zones d'effort? S'agit-il d'une distance sur le plat, une distance en trait? C'est vraiment en temps plus. Donc, allez-y plus en temps qu'en distance. Parce qu'à distance, en fonction des sentiers, ça peut vraiment varier. Là. Un 20 km dans ce sentier peut prendre 2 heures, puis un autre sentier peut prendre 3 heures et demie en fonction du dénivelé. Quel genre de dénivelé? Ce pas des parcours qui ont beaucoup de dénivelé, des couleurs Simard. Bon, il y a le 42 qui a 1000 mètres, qui est quand même assez intéressant. Fait que je vous dirais d'y aller vers quelque chose qui est modéré. Là. Je sais que c'est difficile à percevoir, là, mais c'est d'y aller plus vers quelque chose qui est assez vallonneux. Il n'y a pas de grosse montée dans cette course-là. Bon, 1 ou 2 dans le 42, mais rien de... On ne monte pas le Mont-Saint-Anne. Donc, c'est plus choisir des parcours qui sont vallonneux, qui vous donnent des ratios de peut-être 200, 300 mètres pour un 10 km peut-être. Ça peut vous donner. Donc, voilà. Après ça, quand on parle de plus des niveaux de difficulté d'entraînement, ben là, on fonctionne d'une échelle de 1 à 10. Donc, 1, ça veut dire très facile, aucune fatigue. Généralement, 1 à 3, c'est les easy jogs, qui sont généralement assez courts. Parce que même si on parle d'un long, mettons, la fin de semaine, vous avez 3 heures à faire, ben même si là, c'est une zone 1, donc une zone où vous pouvez parler, ben vu que le temps il est long, ben l'effort peut être quand même important. Donc, pour quelqu'un, 3 heures, ça peut être un 6 ou 7 comme niveau de difficulté. Tu vas finir, puis tu vas te sentir qu'il a tout donné, là, tu sais.
Donc, ça peut aller au niveau de la durée de l'entraînement, comme ça peut y aller plus dans l'intensité. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intensité, faire par exemple 6 fois une minute à zone 4, ben, c'est un effort de 7-8 sur 10. T'sais. Donc, ça vous donne un niveau de culture à la fin de votre entraînement. Qu'est-ce que vous devriez avoir? Puis là, 10, ben, on parle vraiment de fin d'une compétition, qu'on a vraiment tout donné, on finit puis on est plus capable. J'espère que ça a été clair. Je pourrais revenir si jamais il y a des questions sur ça. Ensuite, les 3 types d'entraînement que vous retrouvez dans votre plan. Bon, il y a les entraînements récupération, donc tout ce que je disais, les jogs faciles, en zone 1, en zone 2, assez relax. Endurance, on tombe plus dans une zone 2, donc ceux qui sont les longues distances la fin de semaine, généralement, où que l'on va tester beaucoup de matériel, la nourriture. Donc là, on va y aller vraiment dans l'endurance, on va sortir assez long, là, ça peut aller jusqu'à 70% de la distance que vous allez faire, du temps que vous allez faire pour votre course, par exemple. Puis, entraînement par intervalle, donc on en cible surtout 4. Donc, tempo, donc généralement zone 3, donc autour d'un pace, entre pace 10 puis pace de demi-marathon sur route. VO2 max, généralement zone 4, donc comme je disais, intervalle court, 2 à 4 minutes. Vitesse montée, ben, généralement c'est très rapide, zone 5. Donc, on parle de maximum 1 minute, des fois 1 minute 30. Là, c'est là qu'on donne vraiment, c'est de la haute intensité. On peut faire en montée, donc à basse vitesse, mais à haute intensité vu qu'on monte, ou vitesse plus sur le plat, ou sur un sentier un peu plus roulant. Voilà. En fait, tout ça, il y a beaucoup des plans, des fois, c'est plus sur route, les intervalles ou en trail. Puis je vous dirais, allez-y comme vous voulez. Oui, des fois, les intervalles, c'est plus mis sur route. Mais si la route, vous n'êtes pas capable, ben, faites-la en trail ou trouvez-vous. Des fois, sur le gazon, ça peut être une bonne alternative aussi. Ça comme moins d'asphalte, mais ça va un peu plus vite que en trail, qu'en single track, par exemple, vous avez un chemin de poussière de pierre, des pistes de ski de fond, ça peut être super intéressant aussi pour faire du tempo, tout ça. Fait que là, vous jouez moins sur la composante pour que je tienne une vitesse précise, mais plus sur une perception de l'effort. Par exemple, vous faites 4 minutes en zone VO2, mais c'est dans un chemin très vallonneux. Ben là, vous voulez pendant 4 minutes là, que vraiment ça pousse, puis vous n'êtes pas capable de jaser avec une personne à côté de vous autres. Là. Donc là, ça pousse, ça pousse. Zone 5, ben là, on va y aller en l'autre, on va y aller vraiment rapidement. Donc, n'hésitez pas à varier aussi les surfaces, puis de temps en temps, ça peut être bon de faire la route pour l'intensité. Ça permet de travailler la biomécanique, travailler la foulée, qu'on perd beaucoup quand on fait juste de la trail. Surtout quand on fait plus de technique, on perd beaucoup d'amplitude. Puis dans toutes les trails, dans tous les sentiers, normalement, il y a des sections roulantes. Je mets 4 roues, tout ça. Fait que ça vaut la peine de garder une bonne mécanique de course pour vraiment, quand ça devient roulant, de pouvoir allonger la foulée, augmenter le tempo pour là, gagner en vitesse, puis être capable de courir de façon plus aisée à des vitesses là, qui sont intéressantes. Donc, varier surface, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, plus concrètement, comment comprendre le jargon de votre plan? Donc, voici, mettons, un intervalle type. Donc, vous avez le type d'intervalle, VO2, le warm-up, donc l'échauffement, 10 minutes, zone 1, donc 10 minutes à très tranquillement, on jogue tranquillement, on peut jaser, tout ça. Après ça, on essaie de faire des fois quelques balistiques, des éducatifs, des genoux hauts, talons aux fesses, d'autres comme ça. Ça, vous pouvez en trouver plein sur YouTube, des affaires comme ça. Il y en a tout plein des éducatifs. Ça permet de travailler la biomécanique. Je leur recommande quand même de le faire assez régulièrement. Là. Donc, voilà. Donc, ici, on dit 6 fois 1 minute à zone 4, air, récupération, 1 minute. Donc 6 fois 1 minute dans une zone 4, donc VO2 assez rapide, 1 minute récup. La minute récup,
Vous pouvez la prendre jogging très lent ou des fois, ce que j'aime faire, c'est prendre premier 30 secondes marche, deuxième 30 secondes jog, petit jog tranquille. C'est bien de recommencer quand même en trottinant un petit peu, pas recommencer à l'arrêt ni en marchant, mais en trottinant un petit peu, c'est moins dur sur le corps. Après ça, le repos entre les deux intervalles, 4 minutes. Même chose, on peut prendre la première minute marche, après ça, jogginer 3 minutes pour arriver quand même stimulé, pas trop refroidi pour le deuxième intervalle. Que là, 6 fois 1 minute, mais zone 5. Donc, un peu plus intense, un peu plus rapide. On va vraiment chercher de l'amplitude, de la cadence, beaucoup dans le mouvement. Récupération, toujours 1 minute. Puis, cool down, 10 minutes, zone 1. Donc, généralement, il y a une note aussi. Donc, ils disent commencer en zone 4, finir en zone 5 pour le deuxième bloc. Donc, ce qu'on vient de dire, intervalle 1 en zone 4, intervalle 2 en zone 5. Donc, on veut quand même augmenter tranquillement l'intensité au cours de la séance. Puis, voilà. Ou des fois, les notes, ça peut être les types de surface à utiliser. Ouais. Donc, les notes sont utilisées pour ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est ça. La description est assez claire, assez précise. Les phases clés de la progression. Donc, pour les plans tant de 8 que 12 semaines, il y a toujours une phase d'amorce ou qui n'a pas nécessairement d'intensité. C'est plus quelqu'un qui court un petit peu, pas beaucoup. Bien, on va faire 2 semaines on augmente tranquillement le volume pour préparer le corps à la charge, à la phase de progression. Donc, la phase d'amorce, c'est vraiment importante pour prévention des blessures. Donc, on peut faire un peu de musculation, on peut faire du renforcement, c'est ça, musculaire. On essaie de faire un peu plus de volume. Il vaut mieux aller plus souvent, moins longtemps que une ou deux fois long. L'accumulation de la charge là, sur le corps est moins importante quand on y va plus souvent. Et quand on y va juste une fois, mettons, on y va 2 fois 1 heure, ben là, c'est 1 heure, c'est un gros stress sur le corps. Là. On est mieux d'aller 4 fois une demi-heure dans la semaine. L'adaptation va relativement être là quand même. Les risques de blessures sont beaucoup plus faibles. Fait que c'est vraiment d'y aller courir, y aller aux sensations, tout ça, pour préparer à la phase de progression que là, on augmente encore la charge d'entraînement. Puis, on inclut aussi tranquillement des intervalles, 1 fois, 2 fois par semaine, différents d'intervalles. Puis, cette phase de progression-là, bien évidemment, elle inclut aussi des semaines de récupération parce que, la récupération, c'est 50%, même plus du progrès. Donc, on se fait des prochains entraînements, il faut récupérer de ça pour ne pas se blesser, pour pouvoir après ça repartir sur une pente ascendante. Puis évidemment, c'est de doser en fonction de niveau de fatigue, c'est de douleur, c'est de diminuer un peu la charge. Puis quand le travail spécifique est fait, là, la phase d'affûtage ou taper, vraiment autour de 2 semaines. Donc, on diminue le volume d'entraînement pour permettre au corps de récupérer de tout l'entraînement qu'on a fait dans les semaines d'avant. Mais on garde quand même un petit peu d'intensité pour garder le système actif. Si on arrête complètement, le système va s'endormir, il sera plus stimulé. Des fois, même des bobos qui peuvent survenir parce qu'il y a moins de circulation, le sang circule un peu moins. Donc, on se repose, mais on garde quand même un petit peu d'intensité juste pour se garder stimulé. Puis le repos de régularité, bien sûr, là, on ne veut pas arriver trop fatigué pour la course. Puis ça, c'est vraiment de doser comment on se sent avec le travail. Je ne sais pas, peu importe, on se sent fatigué, on en fait un peu moins. On essaie de sortir quand même un petit peu, mais un peu moins, ou faire la moitié d'intensité, ou on l'adapte à notre mode de vie. C'est vraiment ça la clé du succès. Voilà, question. J'ai eu des questions ici. Donc, au début, quelqu'un qui sujet à des ampoules à l'âge du pied, quelqu'un, je me mets, est-ce qu'il y a des trucs pour minimiser ces risques? Les ampoules, c'est beaucoup niveau des bas, généralement. Donc, regarde les bas, si les souliers sont trop grands aussi ou trop petits, ça peut faire des frottements. Il y a des crèmes pour ça aussi, pour les ampoules. Quelqu'un qui est, comme souvent à ce sujet, il y a des crèmes NOC, Touch, name it, là, allez dans une boutique spécialisée, vous allez en trouver plein. Ça peut aider. Mais des bons bas synthétiques, ajustés aux pieds,
bas droit, bas gauche, ça peut aider. Claquage, généralement, c'est mauvais réchauffement, aller trop tôt, trop vite dans un intervalle. Donc, je pense que c'est beaucoup ça, un petit peu déshydratation. Mais je ne vais pas trop avancer parce qu'il y a plusieurs sources là-dedans. C'est comme les crampes, là, ça peut être nébuleux. Mais généralement, c'est que le réchauffement n'est pas assez important dans le claquage, ce qui fait que le muscle, il y a des micro-déchirures, là. Souvent, c'est plus relié au réchauffement. Donc, assurez-vous de partir très lentement. Des fois, même à la marche, là, partir à la marche 5 minutes, après ça, tranquillement, jogger et tout, ça peut être intéressant pour éviter de se blesser, là. Faire des balistiques, tout ça, éviter les étirements. Surtout avant, en fait, là. Puis ben, après aussi, peut-être plus avant, je priorise plus les balistiques, donc des extrêmement dynamiques, balancer les jambes et tout. Ça peut être quand même un peu plus pertinent. Voilà. Après ça, une autre question ici. Les sentiers préférés dans la région de Québec pour l'entraînement intermédiaire pour le 11 km ou le 42 km. Ou des bons sentiers pour s'entraîner près de la région de Québec. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est sûr, l'idéal, ça serait d'aller dans le coin du Mont-Saint-Anne, faire un peu sentier de ski de fond. Je vous dis tout de suite, il y a beaucoup des pistes utilisées pendant la course, que c'est des pistes de l'eau de montagne. Donc, soyez très prudents si vous décidez d'y aller pendant vos entraînements. Donc, je ne recommande pas nécessairement d'aller dans les pistes de vélo de montagne parce que ça peut être dangereux, mais aller plus dans les pistes de ski de fond, par exemple. Sinon, qu'est-ce qui pourrait ressembler un peu au défi des couleurs Simard? Ça peut être la Gentiane au Lac-Beauport, ça peut être la boucle de la station à Stoneham, ça peut être un peu de Mont-Bel-Air, au Lac-Beauport aussi, il y a quand même plusieurs sentiers où le saisonnier, ou la trilogie du coureur. Ouais, ça peut être il y en a beaucoup, là, mais ceux qui viennent à l'esprit pour l'instant, c'est pas mal ceux-là là, qui sont. Il y a le Mont Wright aussi, qui est un bon ratio de dénivelé distance. C'est pas ultra technique, mais ça monte assez bien. Ça peut être intéressant. Ouais, voilà. Donc, beaucoup de sentiers ici. Pour les parcours en sentier, donc sur poussade de pierre, dur, roulant, est-ce qu'on est mieux davantage en entraînement est-ce qu'on est mieux de préconiser un entraînement sur route? Peut-être. Je vous dirais que si le sentier est assez roulant, poussière de pierre, un peu gazon, oui, un entraînement sur route peut très bien faire l'affaire. C'est pour ça que généralement, pour les distances plus les plans d'entraînement pour les distances plus les distances plus sentiers forestiers, le 6.5 puis le 11, vous allez avoir des entraînements sur route pour les intervalles. Parce que je pense que c'est surtout ça à travailler. Travailler la vitesse, les jambes, tout ça qui tourne un peu plus. Oui, c'était préconisé, mais rien ne vous empêche justement d'aller un peu plus dans un single track aussi pour vos longues. Mais ça, tu sais, faire du plus cross-country, donc faire du gazon, puis sinon, ben, faire un peu comme le sentier que vous allez retrouver, donc tout ce qui est piste de ski de fond, ça peut être super intéressant à faire. Puis ça, c'est bon pour les distances aussi. Là. Je suis un peu plus roulant, là, c'est très bon à faire de temps en temps là, pour travailler la biomécanique et tout. Voilà. Donc, n'hésitez pas des questions sur un peu la nutrition, les difficultés que vous avez dans le passé, stratégie de course, équipement. Équipement, c'est vraiment important de l'essayer avant. Là. Est-ce qu'une veste d'attraction est-elle mieux qu'une ceinture pour les courses entre elles? Ça, c'est beaucoup de l'essai dans le sens qu'il y a des gens qui une ceinture à la terre va vraiment les tanner parce que ça bouge plus. Je veux dire qu'une veste de natation, généralement, on a accès à tout ce qu'on a de besoin assez vite. Sauf que des fois, ça nécessite d'enlever le sac pour mettre de l'eau, pour la poche en arrière. Donc, moi, généralement, je préconise d'avoir des flasques en avant, facile
à remplir. On sait quantité d'eau qu'on a bu qui nous reste. Généralement, la capacité de rangement est plus importante aussi au niveau de l'eau, puis de la nutrition. Surtout sur des parcours qu'il peut y avoir 15-20 km entre les ravitaillements. Ça peut vraiment personne avoir une mauvaise natation. Moi, personnellement, quand je choisis est-ce que je prends une gourde à main ou je prends une veste, ça dépend vraiment de la distance entre les ravitaillements. Puis qu'est-ce qu'il y a au ravitaillement comme nourriture. J'ai fait de l'an passé une couleur, puis moi j'avais une gourde à main parce que je savais que j'avais juste 30-40 minutes entre les ravitaux. Donc je savais qu'avec un demi-litre d'eau, j'étais suffisant pour me rendre d'un point d'eau à un autre. Je savais que c'était quand même frais aussi. Donc, c'est des trucs à penser, à essayer aussi. L'hydratation, des fois, c'est plus chaud aussi, parce que oui, c'est ergonomique, généralement, ça fit bien, mais c'est quand même collé sur nous, ça peut être plus chaud. Ou quelqu'un qui veut avoir sa bouffe à lui, ses gels, tout ça, ben là, la végétation pourrait être pertinente. Quelqu'un qui part pour plusieurs heures, qui veut vraiment être plus autonome. Quelqu'un qui va arriver en ravito pour pouvoir manger n'importe quoi, il n'y a pas besoin de boire nécessairement beaucoup, il ne fait pas très chaud, ben là, une ceinture à terre, une gourde à main peut être amplement suffisant. Testez-le, puis je vous dis le conseil, allez voir qu'est-ce qu'il y a au ravito pour la course. Donc, ça vous permet vraiment de voir qu'est-ce que vous allez traîner. C'est vous, là, si votre truc, c'est les bananes, là, puis vous mangez juste ça, là, ben, est-ce qu'il y en a un ravito? Oui, il y en a un ravito, parfait, traînez-en pas, ou une peut-être, mais traînez. Fait que vous allez savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au ravito. Même chose, s'il y a une marque de gel que vous utilisez, hey, là, au ravito, tel ravito, ben, j'en traînais moins. Je pense que c'est la clé de plus on est léger. Tu sais, quand on traîne sur 3, 4, 5, 6 heures, là, tu sais, le stop, plus on est léger, mieux c'est. C'est moins chaud, c'est moins lourd. Fait qu'allez voir qu'est-ce qu'au ravito. C'est parti de vos devoirs. Là, là, vous avez votre plan. Là, ben, allez voir sur le site de la course, qu'est-ce qu'il y a au ravito, la distance avec les ravitaux. S'il y a 5 km, 15 km, ben là, OK, 15 km, pour moi, c'est peut-être 2 heures. 2 heures, ouais, il faut que j'aie au moins un litre d'eau sur moi, une gourde ça veut dire qu'une gourde à main, je n'aurais pas assez, il faut que j'ai une veste. Fait que là, ça veut dire, OK, là, il faut que je m'entraîne avec ma veste. Donc, c'est comme ça que je décortique mes courses quand j'ai fait. Là, ça permet de voir, OK, est-ce que je pars qu'une gourde à main, une veste? Là, puis, voilà. On me dit aussi, comme il y a des descentes importantes dans les derniers kilomètres de parcours, de trait, as-tu des conseils pour améliorer en descente? Je dirais le gros du succès en descente, c'est d'en faire. Pour être de plus en plus à l'aise, pour repousser les limites. Puis, c'est de vraiment éviter de regarder vos pieds. Beaucoup de gens regardent leurs pieds, justement, pour voir qu'est-ce qu'il y a au sol, tout ça. Mais je dirais que c'est plus un balisage. Donc, regardez 5, 7, 8, 10 mètres en avant de vous, regardez un peu plus proche, c'est un balisage. Fait que vos pieds vont savoir où se placer. Donc, c'est vraiment lever la tête le plus possible, balayer le sol pour savoir un peu là, qu'est-ce qui vous attend dans 2, 3, 4 foulées. Puis votre cerveau vous en rappelez, là, OK, il y a une roche là, OK, là, à droite, là, dans 5-6 mètres, là c'est vraiment mieux pour passer. Là, c'est plus sec. Fait que, vous allez vous diriger vers la gauche parce que c'est plus sec. Puis c'est à force d'en faire. Hein, il n'y a pas de recette miracle un peu, c'est vraiment à force d'en faire que là, on devient meilleur. Puis c'est tout le temps essayer de repousser un petit peu la limite. T'sais, on a une zone de confort, on est bien, mais il y a des fois un petit peu plus vite. Je dis pas tout le temps, mais juste avec un 30 secondes, on essaie d'aller un petit peu plus dynamique. Donc, c'est à force d'en faire, se projeter un peu vers l'avant, des petits pas dynamiques, éviter d'être trop ses talons parce que généralement, ça glisse un peu plus aussi, plus à la pointe des pieds, balayer. Ça serait pas mal mes trucs. Une autre question ici. Vous savez que les longues distances comportent peu de parties techniques. Donc, je peux choisir un site très moins agressif, plus confortable pour le 23 km. Bon, c'est pas un sentier qui est ultra technique, comme on en connaît d'autres, mais c'est quand même single track pas mal.
Donc, il y a des sections un peu plus roulantes, mais il y a beaucoup de sentiers de Saint-Godefroy, il y a des sections assez techniques, là, on va se le dire quand même, là, il y a quand même des bonnes sections, surtout vers la mi-course, mais c'est généralement assez des beaux sentiers Saint-Godefroy, vraiment, c'est superbe, là, assez roulant, des pistes de vélo de montagne. Donc, agressif, ça dépend. Si c'est bien boueux, vas-y avec un ski qui est assez agressif, avec du bon cramponnage. S'il n'est pas plu la semaine avant, ben, avec quelque chose qui est des fois un peu plus, un petit peu moins agressif. Ouais, puis c'est ça. Puis ben, un ski qui est confortable, assurément, dans lequel tu as fait quelques entraînements avec, tu sais que tu es bien, puis que, ouais, voilà. Pour le carb loading, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Ben, tout ce qui est glucides lents, les classiques, là, pâtes, riz, patates. C'est sûr, je conseille plus de pas nécessairement faire un gros repas, mettons, la veille, mais plus de l'étirer sur quelques jours. Dans la semaine avant, ben, juste rajouter de temps en temps un petit peu un petit peu de patates, un petit peu de riz, juste pour acheter un petit peu plus de glucides dans vos repas. Puis la veille, ben là, c'est sûr, faire un repas de pâtes ou quelconque, qu'est-ce que vous aimez comme glucides là. Donc, mais d'en manger un peu de temps en temps, pas nécessairement de faire des gros repas lourds, mais juste de temps en temps, chaque repas, acheter des glucides comme un peu de riz pour augmenter la charge glycémique là, dans le corps. Puis, tu sais, ça peut être juste 3-4 jours avant. Plus long que ça, je dirais que c'est moins pertinent parce que le corps va juste faire des réserves plus en gras, là, si on en mange trop en lipides. Donc, ouais, voilà. Puis, à peu près ça, c'est beaucoup de niveau d'expérience. Tu sais, quelqu'un qui court beaucoup d'ultra, 23 km, ça n'a pas nécessairement besoin de faire un carb loading, tu sais, parce que il sait courir 2-3 heures pour lui, il n'a pas besoin d'augmenter sa charge glycémique pour courir 2-3 heures. Tu sais, quelqu'un qui c'est nouveau, ben là, il va sentir plus le besoin. Fait que c'est un peu en fonction de l'expérience des gens. Voilà, je pense qu'on a quand même touché à plusieurs sujets, nutrition, équipement, entraînement. J'espère que vous avez aimé le webinaire, que ça répondait à vos questions. Il va être vous pouvez l'écouter aussi pour les gens qui sont rejoints plus tard. Il va être disponible sur YouTube très, 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 très prochainement. Donc, vous allez pouvoir le réécouter si vous avez manqué des sections, si vous avez manqué les questions à la fin ou l'introduction. Ça va être disponible. Si un ami qui n'était pas là, qui veut le revoir, tout va être disponible pour préparer. Si vous voulez réécouter un peu plus tard aussi, la semaine avant, oui, c'est vrai, donner des trucs pour la bouffe, pour l'équipement, pour l'écouter aussi. Donc, voilà. J'espère que vous allez aimer le plan. Je vous souhaite un bon entraînement. Vraiment, prenez-y du plaisir. Adaptez-le à votre mode de vie. C'est vraiment ça la clé. Testez la bouffe, testez l'équipement, testez les souliers, les vestes, tout. Organisez-vous des groupes de courses. Puis voilà. Il reste encore plusieurs semaines de belles trails. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le plan. Bon entraînement. Puis au plaisir de vous croiser sur les sentiers.